Alors merci Bertrand de me donner la parole. Merci à Sylvie et à Fabien d'avoir organisé cette expatriation des congrès habituels de pneumologie qui ont lieu à Nouméa. Comme le disait Bertrand, c'est vrai qu'on est venu à Koné à 2 reprises. Moi j'en ai un excellent souvenir. Et puis je connais bien Koné puisque, et Point-d'Imier, puis Koumak depuis 1997 jusqu'en 2014, je crois. Puis après, tout s'est volatilisé. Bonsoir Carole. Donc ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui est quelque chose de peut-être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. La thématique qui avait été demandée par Bertrand, c'était spécificité épidémiologique et sociétale calédonienne. Je ne vais pas pouvoir aborder l'ensemble des choses. Je vais vous parler d'anthropologie du cancer bronchique en Nouvelle-Calédonie. Hein, et puis, si vous avez des questions après sur ce que nous, on pense, Frédéric et moi, des spécificités calédoniennes, sur l'épidémiologie quantitative, analytique, on pourra répondre à vos questions. Sur quoi base-t-on ce travail, cette présentation? C'est sur un travail de thèse qui a été soutenu par le docteur Johanna Bataillard, qui était interne dans le service de pneumologie, et qui a fait son travail sur 25 cas avec des entretiens semi-directifs, anonymes, confidentiels, personnalisés, sur un certain nombre de patients présents dans le service de pneumologie et qui étaient victimes d'un cancer bronchique. C'était exclusivement des patients hospitalisés, exclusivement des patients mélanésiens. Et les enquêtes ont utilisé une méthode d'analyse de terrain anthropologique qui a été décrite par Goffman et l'équipe de Chicago. Donc vous voyez que c'est un travail qui d'ailleurs est disponible sur Internet, archive HAL. Donc on va balayer un petit peu tous ces éléments-là, c'est-à-dire 9 focus sur cette thèse pour essayer d'en extraire un petit peu ce qui pourrait nous intéresser. Les premiers entretiens compréhensifs ont donc décrit, je dirais, 25 histoires de vie, 25 romans personnels chez des patients mélanésiens hospitalisés, dont vous voyez ici, je dirais, l'éventail. Hein, c'était des gens qui venaient d'un petit peu partout, qui avaient une vie normale et qui ont accepté, je dirais, d'entrer dans cette quête pour essayer de comprendre ce que le cancer représentait pour eux. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait donc de 25 patients qui se ventilaient entre 18 hommes et 7 femmes, avec un âge médian à 59 ans. Ce qui est déjà important à noter ici, c'est que vous voyez que l'âge médian des femmes est à 51 ans, alors que l'âge médian des hommes est à 60 ans. Et on voit bien en épidémiologie analytique que, bizarrement, pas de réponse objective et pas de réponse construite à ça. L'âge médian des femmes au cancer bronchique est plus précoce que l'âge médian chez les hommes. Et ça, c'est une donnée direction des affaires sanitaires et sociales pour le cancer bronchique. C'est extrêmement étonnant. Et c'est probablement l'objet, ça devrait probablement être l'objet d'analyse. Peut-être qu'on en parlera lors de la discussion. Donc vous voyez que le plus jeune avait 38 ans ici, le plus jeune avait 41 ans, la plus jeune 38 ans. C'est important de considérer que le cancer bronchique hospitalisé concerne maintenant des populations qui sont extrêmement jeunes, ce qui pose des problèmes. Peut-être voudrez-vous aborder ce fait plus tard. Les phases de la maladie qui occupaient ces romans hospitaliers, ces romans de vie, c'était 8 patients pour la découverte, c'est-à-dire juste après une consultation d'annonce, la mise en place d'un dispositif d'annonce. C'était 15 patients qui étaient déjà installés dans le cursus de la prise en charge oncologique de leur maladie, ils étaient en cours de traitement, et puis il y avait aussi 2 patients qui étaient en rémission, qui étaient considérés comme stabilisés, guéris, ou qui étaient en tout cas dans l'espérance d'une guérison complète. D'où venaient-ils ces patients? Ces patients se ventilaient sur quasiment l'ensemble des aires culturelles de la Nouvelle-Calédonie. Ici, on en avait 4 de l'ère Otmawa, 6 de chez vous, de l'ère Paichik-Hamochi. On en avait 0 de l'ère Adjiare, 4 de l'ère Karachu, 4 de l'ère Chubea-Capone, et puis on en avait 4 d'Iai, 5 Dreu et 4 Néonais. Donc on avait vraiment
une ventilation, je dirais, de l'ensemble des cultures, je dirais, mélanésiennes. Alors, on s'est intéressé à l'analyse thématique du corpus. C'est quoi le cancer? Parlez-nous du cancer. Et on a essayé de découper un petit peu cette parole autour du cancer en 4 choses. Une analyse thématique d'abord sur les représentations. C'est quoi le cancer bronchique pour vous? Les représentations de la cause, mais d'où vient le cancer? Comment interprétez-vous l'irruption de cette maladie chez vous? Quelles sont les représentations des traitements du cancer et comment vivez-vous cette maladie? C'était les 4 thématiques qui ont été extraites avec, dans les représentations du cancer pulmonaire, c'était une définition, une image de tout ce qui était associé à la maladie. Dans les représentations des traitements, c'était surtout la connaissance qu'ils en avaient par le biais de proches, par le biais des médias, par le biais d'un certain nombre de connaissances sur les différentes manières de soigner la maladie et puis sur les possibilités de contrôle et de surveillance. Pour le 3e focus, représentation de la cause et des explications, c'était tout ce que les gens avaient élaboré comme causalité de l'irruption du cancer. Comment est-ce qu'ils expliquaient? Pourquoi est-ce que le cancer est arrivé? Enfin, le vécu de la maladie, c'était en fait tout ce qui était en rapport avec la manière dont ils avaient été peu ou prou pris en charge et toutes les conséquences que cette maladie qui avait fait irruption dans leur vie avait sur leur vie familiale, leur vie sociale, leur vie professionnelle. On s'est intéressé aussi à ce que nous, on a appelé l'analyse sémantique. Pourquoi? Ce qui nous intéressait, c'était de savoir si le cancer avait une définition langagière dans les aires et puis éventuellement dans les langues vernaculaires qui sont au nombre de 38. Pourquoi est-ce qu'on se posait cette question? Parce qu'on se disait, si il y a une définition du cancer dans la langue, peut-être qu'on va comprendre un petit peu comment s'élabore une certaine partie des représentations du cancer. Nous, on se situe comme générateurs de soins, comme soignants occidentaux, dans un pays comme la Nouvelle-Calédonie, avec sa culture propre, ses langues vernaculaires propres, comme des apatrides linguistiques. Pourquoi est-ce qu'on parle d'apatride linguistique? Parce qu'en fait, on emprunte ce terme à Sibylle de Purie, qui est une anthropologue qui a parlé dans le centre Georges Devereux du traité du malentendu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Sibylle de Purie? Elle nous dit que la diversité des langues, c'est Babel, hein, d'accord? Et le passage obligé de la traduction d'une langue à une autre, d'un corpus sémantique à un autre, loin de générer l'incompréhension, c'est la revanche sur Babel, la séparation des langues en fait, constitue un levier précieux pour échanger avec l'autre, avec l'altérité. Pourquoi? Parce que de la confrontation ou de la friction du matériel des langues, du matériel sémantique et symbolique, émergent des matériaux psychiques et culturels qui vont nous permettre de nous projeter vers la conception, la représentation que les patients ont de leur maladie. Et ça va nous aider, je dirais, à faire un pas, à ouvrir les yeux, à s'ouvrir, je dirais, à l'altérité pour essayer de comprendre comment arriver à faire une passerelle de communication, pour arriver à, je dirais, trouver la clé de la porte de l'accessibilité de la personne. Et on a découvert, quand on a engagé cette discussion ouverte avec nos 25 patients, qu'en Nouvelle-Calédonie, vous avez vu qu'il y avait quasiment toutes les aires qui étaient représentées, le cancer ne se nomme qu'en français. D'accord? Quand on dit « quel est le nom de votre maladie ?» c'est « cancer ». Et est-ce que vous avez un mot dans votre langue? Non, il n'y a pas de mot pour cancer. Le cancer, c'est la définition, c'est cancer. Un exemple, à l'IFU, ça c'est un verbatim d'un patient qui a été interrogé et enregistré. À l'IFU, en fait, on dit cancer en français. Pourtant, il y a beaucoup de choses pour les poumons. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de maladies pour les poumons qu'on connaît, qui ont peut-être des, je dirais, définitions langagières, mais pour le cancer, c'est spécifique. Quand on a le cancer, le mot, il est occidental. D'accord? Et il ajoutait, cette personne, ça veut dire généraliser souvent. Donc la majorité des patients nous ont dit que le cancer en Nouvelle-Calédonie, chez les patients mélanésiens, d'où qu'ils viennent, n'est pas traduit dans la langue. C'est un mot qui vient avec
le soin occidental. On verra que ça a une certaine importance tout à l'heure. Maintenant, une fois qu'on a balayé, je dirais, cette définition sémantique et qu'on a évacué une problématique, on va essayer de parler des représentations du cancer. Qu'est-ce qu'on a comme représentation du cancer? On a plusieurs choses et on va essayer de les définir les unes après les autres. Quand on dit « c'est quoi le cancer pour vous ?» Quel est le sens porté des paroles des patients? Parce qu'il s'agit bien de paroles de patients qui ont été groupées en thématiques, je dirais. Alors, ce qui est important, c'est que clairement, il y a des choses qui sont étonnantes et des choses qui sont moins étonnantes. Maladie grave, c'est clair. Le cancer, c'est un fléau, c'est une maladie qui fait mourir. Ça se dit en français, mais ça fait mourir. Donc, il y avait incurable, associé à la mort, à traiter rapidement, incontrôlable, évolutive, peur, difficulté pour en parler, c'est clair. Ça reste une maladie grave, hein, qui n'est pas négligée, qui n'est pas minimisée dans les gens qui ont pu être interrogés. Et pourtant, c'est une maladie banale. C'est-à-dire qu'il y a, chez l'ensemble des patients qui ont été inclus dans cette étude, il n'y en a que 25, mais c'est quand même relativement important, c'est une maladie qu'on connaît. Il y a un cousin, il y a un neveu, il y a un tonton, il y a une grand-mère. Le cancer, c'est devenu une maladie, je dirais, banale, une maladie qu'on connaît, qui n'est pas étonnante. Ce n'est pas une maladie rare. Et puis, aussi, c'est une maladie moderne. C'est une maladie de maintenant. C'est une maladie qui va avec la vie moderne. C'est une maladie qui était inconnue des Kanaks d'avant, dans le monde mythifié, je dirais, des origines. Quelque chose qui est intéressant aussi, quelles sont les images associées au cancer? Eh bien, dans ce qui a été retrouvé, il y en avait 4. On va commencer par les plus médicalisées, c'est-à-dire celles qui viennent de notre langage à nous, c'est la tache au poumon. D'accord? Ça, clairement, cancer, c'est tache. Tache au scadaire, tache au poumon. Il y a donc bien une compréhension tout à fait nette, je dirais, de la définition soignante, médico-technique du cancer. Tache au poumon, ça c'est bien compris. Dans les principes de la causalité, il y avait tabac. C'est clair, le tabac est associé au cancer. C'est clair et net. Et puis un mot qui était intéressant, c'est la cellule. Le cancer est une maladie cellulaire. Là aussi, on est dans une sémantique soignante qui nous amène à considérer que le message sur le cancer est un message assez technique, assez soignant, assez médical. Et puis vous avez tous été surpris par le poulpe, bien sûr. On aurait attendu dans une civilisation horticole plutôt qu'on nous parle du banyan, avec ses racines, avec ses émergences, avec ses rejetons, puisqu'on se souvient que le premier homme en Mélanésie était à Kanaké pour faire l'expérience de la mort. Il s'est mis dans les racines d'un banyan, il s'est entouré par l'écorce. Il s'est transformé, il s'est putréfié et il a pu, je dirais, communiquer avec les esprits qui lui ont appris le sens de la vie, le sens de la culture, le sens des esprits, etc. Eh bien non. Là, la personne qui a utilisé une image métaphorique qui n'était pas une image soignante, mais une image profane, elle nous a parlé du poulpe. Et là, on voit bien quand même que le poulpe pour le cancer, c'est pas trop mal. Il y a des tentacules, il y a des appendices, il y a une tête. Enfin, c'est assez bien construit. On verra tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, les représentations des traitements. Les représentations des traitements, à côté des représentations du cancer, c'est un petit peu l'outil qu'on en fait, nous. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces personnes, ces gens qui ont été interrogés avec des thématiques qui ont été colligées, qui ont été mises ensemble? Ils nous ont dit des choses quand même qui marquent, parce que ça veut dire que le discours médical, il passe. La finalité du traitement, c'est stabiliser la maladie, ralentir la progression et peu d'espoir de guérison. Bien évidemment, on a beaucoup de cancers de stade 4. On pourrait en parler, mais il n'y a pas le temps d'en parler. Ce sera l'objet d'une autre présentation sur l'épidémiologie analytique et synthétique qui aura lieu, j'espère, l'année prochaine. Les particularités des traitements conventionnels sont très bien compris. Ce sont des traitements lourds, ce sont des traitements éprouvants, avec des effets secondaires. Et les effets secondaires dans la population mélanésienne, quand il y a une fracture de l'identité, de la santé de la personne, c'est un facteur de vulnérabilité pour amener d'autres complications. Et donc, il y a une bonne compréhension, je dirais, par le cancer et la chimiothérapie,
de la vulnérabilité aux effets secondaires, infectieux, toxiques, etc. Donc, on a moyen de construire, je dirais, une passerelle de discours qui permettent l'éducation thérapeutique et qui permettent aux gens de comprendre ce qu'on fait. Et puis, il y a les traitements modernes. Ces traitements conventionnels sont des traitements destinés aux maladies modernes. On est vraiment dans une maladie moderne, une maladie qui n'existait pas avant, une maladie, on va ouvrir les guillemets, qui est venue avec le monde moderne, avec les Blancs. C'est une maladie pour l'hôpital. Et pourtant, vous allez me dire que tout le monde va objectivement aller au traitement traditionnel. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? C'est une maladie moderne, c'est une maladie occidentale. Or, toutes les personnes font un traitement traditionnel et il vaut mieux intégrer cela dans notre parcours de soins, dans notre projet, pour éviter de bloquer les personnes. Mais alors, dans la particularité des traitements traditionnels, beaucoup de traitements confidentiels, beaucoup de transmission familiale des savoirs thérapeutiques qui s'évanouissent, qui s'évaporent quand les gens sont, je dirais, en situation urbaine, avec des plantes médicinales de plusieurs types et un engagement, je dirais, à communiquer avec les entités immatérielles, mais ceci n'est pas le fond du traitement. On le verra tout à l'heure. Je tenterai une approche d'explication. Les représentations de la cause du cancer. Pourquoi ai-je attrapé le cancer? Dans les représentations de la cause du cancer, on a deux types d'explications, des origines exogènes et des origines endogènes. Origine exogène, c'est tout ce qui est le monde extérieur qui va créer le cancer. Origine endogène s'associe souvent à une responsabilité, une culpabilité, c'est ma faute, pour telle et telle raison. L'origine exogène, clairement, elle est comprise comme une rupture d'un équilibre avec l'environnement ancien, l'environnement naturel. La cigarette arrive en premier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui va avec, on l'a vu avec ce qui définit l'obésité, hein. C'est tout ce qui est la surconsommation, l'alcool, la malbouffe, aussi la pollution du monde moderne industrialisé, nickel, amiante, et puis les pesticides, les substances cancérigènes, etc. Donc, on a quand même tout un corpus qui consiste à dire que le cancer, en fait, est la rançon de l'occidentalisation et de la modernisation. Rupture d'un équilibre mythique avec un environnement traditionnel. Et puis dans l'origine endogène, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que moi, dans mes conduites, j'ai pu avoir, je dirais, ce cancer. Il y a beaucoup de choses importantes qui sont sur l'état de vulnérabilité. Mauvaise alimentation, négligence du corps, pas assez de sport, donc on reste sur, je dirais, le tabac, l'alcool, etc. Et puis, rupture d'un équilibre environnemental social, on a eu extrêmement peu de personnes, pour des raisons de biais, hein, d'accord, très probablement, qui n'osaient pas en parler, hein, d'accord, mais on en a eu extrêmement peu qui ont parlé. Maladie des ancêtres très tabou, plus qui ont parlé, je dirais, de jeteurs de sorts, de boucans, de jalousie, de sorciers. L'impression qu'on a, globalement, c'est que les ancêtres, quand il y a une rupture de tabou, ont plutôt du mal à utiliser une maladie moderne et occidentale. En revanche, les sorciers, les malfaisants, les jeteurs de sorts, eux sont très syncrétiques. Quand on veut faire le mal, on utilise tout ce qu'on a dans la palette, tout ce qu'on a dans l'éventail, et on prend même les maladies modernes pour les jeter sur les gens à qui on veut faire du mal. Alors, les représentations de la cause du cancer, il y avait deux choses. Qu'est-ce qui cause le cancer et pourquoi moi? Qu'est-ce qui cause le cancer? Clairement, cigarette, alcool, produits chimiques, on l'a vu, environnement propice à la maladie, et puis certains nous ont dit ceux aussi qui ne respectent pas la coutume. Mais pourquoi? Parce que quand vous ne respectez pas la coutume, vous associez au non-respect de la coutume un ensemble de schémas de vie qui vous font dévier, c'est-à-dire vous occidentaliser, et l'occidentalisation est conduite au tabac, à l'alcool et, je dirais, à la vie urbaine et à l'exposition aux toxiques, ce qui est quand même un petit peu dommage. Pourquoi moi?
Dans les entretiens, il y avait beaucoup de responsabilités personnelles. J'ai le cancer parce que c'est de ma faute quand même, hein, d'accord. C'est de ma faute, hein, d'accord. Et pour certains, il y avait une absence d'explication. Et cette absence d'explication correspond à une donnée épidémiologique sur les mutations, qui sont des drivers oncogéniques qui permettent, je dirais, éventuellement des nouveaux traitements, mais qui sont peut-être un peu plus fréquents chez les Mélanésiens, notamment chez la femme mélanésienne qui a un phénotype génotypique plutôt asiatique. Donc on peut penser que là, quand on a une absence d'explication, le sentiment d'injustice, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé, j'ai toujours une vie normale, et pourtant, la maladie que vous m'annoncez, c'est un cancer, comme si j'avais fumé toute la vie, etc. Là, il y a une porte d'entrée pour expliquer que les progrès de la technique nous permettent de comprendre pourquoi une personne qui n'aurait pas dû faire ce cancer le fait. Parce qu'elle est plus fragile au tabagisme passif, elle est plus fragile à une pollution industrielle, elle est plus fragile à une pollution urbaine. Donc on peut arriver, dans un certain nombre de cas, mais ce n'est pas toujours le cas, à expliquer peut-être pourquoi, notamment chez la femme mélanésienne, il y a des cancers qui sont plus fréquents qu'attendus et plus précoces. Donc, si on fait la synthèse de tout ça, responsabilité du monde moderne en premier, mauvais comportement des malades, tabagisme en second. Référence au tabou, 4 fois évoqué sur 25, mais il y a peut-être des biais, d'accord? En tous les cas, ce que l'on retient dans les entretiens, c'est aussi, on le verra tout à l'heure, fort impact du diagnostic de cancer en termes de stress et d'anxiété. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fatalité mélanésienne vis-à-vis de l'annonce du cancer. La souffrance sur la blessure symbolique est la même, quelle que soit la culture. Ce qu'ils nous ont dit aussi, tous, c'est, ils nous ont parlé du thème du choc de l'annonce. Et ça fait partie probablement d'un des grands challenges qu'on a vis-à-vis de ces patients à relever. Le vécu des patients. Le vécu des patients, c'est ce que vous connaissez, ça vous étonne pas, maladie grave, incontrôlable, dégradation du corps, perte de l'état normal, désarroi. Ce qu'ils nous ont dit encore et encore, communication difficile avec le corps médical et brutalité de l'annonce du cancer. Dans ce qui sort du vécu, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a bouleversé dans votre vie, dans votre parcours de soins, ils nous disent ça nous a fait peur, on avait peur de mourir, on était dans un désarroi brutal, hein, d'accord, on avait peur du handicap, etc., mais on a été quand même très frappé de la brutalité d'annonce et puis après des difficultés qu'on a à établir une communication authentique avec le corps médical. Alors, si on interprète les résultats, la première chose qu'on a tirée de cette présentation, c'est que les patients mélanésiens, qui étaient le cœur de l'étude, revendiquent une communication de qualité. Alors, il y avait plusieurs questions au départ. Les questions, c'est les représentations du cancer chez les patients mélanésiens mobilisent-elles des références particulières? Pas tant que ça, probablement. Premier point. Est-ce que la prise en charge du cancer et la mise en échec du système de santé en place sur le territoire? Probablement pas tant que ça non plus. Y a-t-il une explication du retard au recours de soins et à la problématique de l'observance? Peut-être que ce n'est pas la culture, mais peut-être que ça vient de la difficulté de communication, du temps passé et des passerelles des messages qu'on a à donner à ce type de patient. Peut-être que c'est ça qu'il faut retenir. Donc, ce que l'on pourrait conclure, c'est que ces représentations ne sont peut-être pas au cœur des difficultés de communication, mais que l'absence de vision partagée, de temps de partage au sujet de la maladie, l'absence de temps donné est un des principaux facteurs, je dirais, de ce qui a été constaté et ce qui était un petit peu les présupposés de cette enquête. Il y a un problème de prise en charge des patients mélanésiens avec le cancer. Donc, quand on pose la question, les représentations du cancer chez les patients mélanésiens mobilisent des références particulières, la réponse qu'on pourrait proposer, c'est pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que les représentations occidentales du cancer ont trait de la toute même façon que dans la société mélanésienne à des représentations communes
peut être exprimée sur des plans symboliques ou sémantiques ou dialectiques différents, mais on a toujours le tabou sur le discours, sur la mort, sur la disparition, en Occident, peut-être comme ici. On a toujours la difficulté ou l'absence d'émergence d'un discours sur le sens de la vie. Pourquoi est-ce qu'on vous traite? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que vous allez faire? On a une partie d'occultation de la spiritualité, notamment chez les Mélanésiens. C'est quoi votre rapport avec le monde invisible? Et puis, on a toujours la peur de la déliquescence du corps, en Occident, comme chez les Mélanésiens. Ce qu'il faut retenir probablement ici, c'est cette petite diapo, c'est les patients revendiquent une communication de qualité et surtout une prise en considération qui est peut-être difficile, qui demande du temps, qui demande des éléments de connaissances culturelles. Alors maintenant, on va passer à la comparaison, puisqu'on a parlé du cancer chez les Mélanésiens, mais ce qui nous intéressait, c'était de comparer un petit peu la symbolique du cancer chez les Mélanésiens et la nôtre. Donc on s'est interrogé pour savoir quelle était la symbolique pour le cancer en Occident. Au niveau de l'étymologie, carcinos ou skyros, c'est deux crustacés, écrevisse pour carcinos, chancre, cancer, tumeur, skyros, c'est sclérose, rétraction des tissus. D'où ça vient tout ça? Eh bien, ça vient de la lutte d'Hercule lors d'un de ses 12 travaux contre l'hydre de Lerne. Et quand même, quand vous regardez le poulpe tout à l'heure et quand vous regardez l'hydre de Lerne, ici, vous avez bien l'impression qu'on est un peu dans la même symbolique. Vous coupez une tête, elle repousse. Il faut vraiment aller au cœur pour, je dirais, vaincre le mal ou l'identification métaphorique du mal. Mais si vous regardez Hercule qui se bat contre l'hydre de Lerne, qui c'est qui l'attaque? Qui c'est qui essaie de protéger l'hydre de Lerne? Eh bien, vous retrouvez votre écrevisse et votre crabe. Vous trouvez Skyros et Carcinos. Donc, il y a quelque chose, et on retrouve cet imaginaire, cette mythologie imagée exactement sur des poteries qui datent d'il y a 1500 ans et qui datent de Mycène. Le crabe ici, l'écrevisse là, toujours l'hydre de Lerne. Le cancer, pour nous, c'est peut-être l'hydre de Lerne. Ici, je vous parle de ce que nous dit Francine Saillant du département d'anthropologie de l'Université McGill au Canada. Le cancer, c'est le fléau maximal. Le cancer est le symbole de la mort. Quand on annonce un cancer, en Occident, on annonce la mort. Et donc, quand vous avez la gravure d'Albrecht Dürer avec le chevalier, le diable et la mort, vous avez une apocalypse, une révélation. Quand vous dites le mot cancer, vous êtes dans l'ouverture du 4e sceau de l'Apocalypse de Saint Jean. Quand l'agneau eut ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait « Veni et vidi », viens et vois. Et je regardais, je vis paraître un cheval de couleur pâle, et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer le suivait. Donc on est dans une symbolique, je dirais, qui est totalement occidentale et totalement ancienne. Ça nous est rappelé par Jean-Louis Pujol dans la revue de Pneumologie, qui nous dit quoi? Qui nous dit que chez nous, en Occident, avant d'être une maladie, le cancer est une peur. Il est ancré dans un imaginaire collectif comme un fléau. C'est vraiment le triomphe de la mort, frappant sans discernement apparent. Il nous dit aussi qu'il y a toujours eu, il y aura toujours un écart énorme entre la connaissance objective et médicale et une connaissance subjective, c'est-à-dire une construction symbolique. Donc c'est plutôt l'inconnu du phénomène du cancer qui s'oppose le plus activement et le plus positivement à une connaissance. Pour terminer, il nous dit que le cancer est le porteur paradigmatique de toutes les peurs archaïques, en cela qu'il se réfère à l'imaginaire collectif depuis l'Antiquité. Il renvoie à la douleur, à la souffrance, à la caducité du corps. Donc on a l'image du malin, l'image du péché, l'image de la mauvaise mort qu'on retrouve dans les églises romanes, l'image de la putréfaction, de la punition, de la vanité charnelle lors des transits de l'époque baroque, et l'image de la dévoration des animaux maléfiques dans
l'imaginaire symbolique occidental. Maintenant, on va passer plutôt à la symbolique pour le cancer en Mélanésie, puisqu'on va parler des maladies et santé mélanésiennes. En Nouvelle-Calédonie, on parle d'une différence entre les maladies dites nouvelles, maladies d'aujourd'hui, importées, c'est les maladies pour le docteur ou pour l'hôpital qui sont venues avec les Blancs, et les maladies d'autrefois, maladies d'avant le contact. Et donc, on voit très bien qu'il y a deux choses différentes, les maladies qui ont été apportées et les maladies qui sont endogènes. Et dans ces maladies endogènes, dans le corpus anthropologique mélanésien, on a des vraies maladies, des maladies tabous, maladies provoquées par les ancêtres, et des maladies fabriquées, ou les maladies dues à la malfaisance, aux jeteurs de sorts ou aux boucans. Les vraies maladies, c'est relativement simple. Cause naturelle, excès de sécheresse, excès d'humidité. Les maladies humides, c'est les maladies de l'écoulement. Les maladies sèches, c'est les maladies de la consomption. Il y a toujours une dualité entre le sec et l'humide. Et cette différence est une différence globale qui permet de séparer le monde, de classer, de sexuer, entre guillemets, les différents éléments de la nature. Dans les vraies maladies, ce qui est important à considérer, c'est que le corps est un dehors et un dedans, un contenant et un contenu. Plus la maladie se voit, moins elle est grave. Plus la maladie est mystérieuse, cachée, plus elle est grave. On a ensuite les maladies provoquées par les ancêtres. Les ancêtres sont des êtres qui sont des êtres pas toujours très souriants de physionomie. Ce sont les gardiens de l'ordre, ce sont les gardiens de la morale, les gardiens de l'harmonie. Les maladies des ancêtres donnent aussi bien des troubles physiques que des troubles psychiques. Et les maladies dites des ancêtres sont des maladies des fautes commises. Et vous avez fait quelque chose, et vous avez quelque chose qui tombe, qui vous est donné, qui est une punition ou un avertissement. Et c'est à vous de faire le travail pour comprendre d'où vient cette maladie. Le problème dans les maladies des ancêtres, c'est que la victime n'est pas forcément la personne qui a fait la faute. Les maladies des ancêtres sont toujours des maladies qui résistent au traitement. Pourquoi ? Parce que, vous savez bien, on ne rigole pas avec les ancêtres. Et dans les maladies provoquées par les ancêtres, ce qui est important, c'est la justice kanak, c'est-à-dire la punition d'une faute commise, et qui a une démarche totalement inversée par rapport à notre corpus occidental. Dans le corpus occidental, le délit et la faute entraînent une sanction proportionnée. Dans le corpus anthropologique, symbolique mélanésien, c'est la punition, la maladie qui doit faire rechercher le délit, la faute. Et bien souvent, quand on a une maladie grave, le délit ou la faute est important. Quand on a une maladie bénigne, le délit ou la faute est plutôt mineur. Avec les ancêtres, on ne rigole pas. Les maladies fabriquées, et c'est là qu'on en vient, parce que c'est quand même ce qui nous a paru être le plus pertinent pour expliquer dans une dynamique de compréhension de la typologie différente des maladies mélanésiennes, l'explication du cancer, c'est la maladie due à la malédiction, la maladie due au boucan. Le boucan, vous vous souvenez, c'est un terme particulier en langue Paichi ou Aiche, d'accord, qui couvre le paquet de feuilles qui est déposé sur votre porte pour vous signifier que vous avez une malédiction qui est tombée sur vous et qui couvre tout ce qui va être le support immatériel du support et du maléfice. Elles ne sont pas dues aux vraies choses, c'est-à-dire à l'équilibre des vraies maladies avec l'environnement ou avec l'équilibre avec les anciens, mais elles sont dues à des causalités sociales, des conflits individuels ou des relations interpersonnelles disharmoniques. Elles sont jetées par des jeteurs de sorts, des sorciers, d'accord ? Ces jeteurs de sorts, support de la maladie, sont parfois commandités par une tierce personne. Vous voyez que là, quand même, tout le monde a entendu parler des boucans, mais peu de gens abordent ça en consultation. C'est compliqué, c'est difficile, mais très certainement, ça nous permet parfois de comprendre
l'absence de recours aux soins ou la terreur de certains patients qui disent de toute façon, docteur, vous pouvez rien pour moi, c'est trop fort. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises, à chaque fois, et encore récemment, 3 fois cette année, chaque fois, l'impression c'est que il y a des choses dont je ne peux pas parler. Alors moi je pose la question, est-ce que c'est des choses avec les ancêtres, avec... Ils disent non, c'est des choses avec les gens, à chaque fois. En conclusion, parce que je vais épuiser mon temps, finalement, au terme de cette étude, au terme de cette comparaison des représentations, il y a des différences, bien évidemment, mais il y a quand même de nombreuses similitudes entre la représentation du cancer en Occident et la représentation du cancer chez la population de l'étude, qui était une population exclusivement mélanésienne, mais certes hospitalisée et de faible ampleur. Contrairement à l'hypothèse de départ, on ne comprend pas ce qu'ils ont comme représentation, donc on ne peut pas parler avec eux, on ne peut pas communiquer et on explique les déficits de prise en charge. Contrairement à l'hypothèse de départ, il y a une vision partagée de la maladie. Il y a une vision partagée de la maladie cancer à partir de laquelle les soignants et les patients pourraient échanger. Ça, c'est Johanna Bataillard qui le dit. Et je reviens à Jean-Louis Pujol qui nous dit la même chose. Il nous dit communiquer en cancérologie revient à communiquer en situation difficile. Or, Jean-Louis nous demande, dire est une exigence médicale. Et il faut que nous nous obligions à faire de cette communication l'art de propositions réalistes, mais qui ne sont pas un donné immédiat, qui doivent être le fruit d'un processus pas à pas. Et c'est particulièrement important dans le domaine de la communication mélanésienne, puisqu'on reprend tout ce qui est coutume océanienne. La première parole est une parole d'ouverture qui pose. Elle attend, avec un certain temps, une deuxième parole de réponse qui va amener un epsilon supplémentaire pour pouvoir continuer le discours. Donc on est vraiment dans une procédure pas à pas qui est temporellement difficile pour nous parce qu'on veut tout concentrer et on veut être débarrassé. Eh bien, ça ne marche pas. C'est exactement ce que disait Nathalie tout à l'heure. Et c'est probablement la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Le dispositif d'annonce, pour nous, est donc fondamental. Fondamental. Et il doit, je dirais, s'épandre, s'épanouir dans une logique qui est complètement différente, même de ce qui est préconisé par l'INCa et par la HAS. Il doit être différencié ici pour nos patients. Ce dispositif d'annonce consiste à parler du possible, à donner du sens. Et donc, en donnant du sens et du possible, à donner les moyens de lutter, qui est le moyen d'accompagner le patient dans une véritable perspective d'alliance thérapeutique. Et il conclut, accompagner, ce n'est pas un palliatif, on n'accompagne pas, faute de pouvoir être efficace. C'est la partie noble de notre activité, celle qui ne peut se réduire à la technique. Donc, en conclusion de conclusion, une nouvelle communication médicale, un dispositif d'annonce adapté. Est-ce qu'il faut vraiment faire une approche anthropologique basée sur la différenciation culturelle très superficielle en intégrant à marche forcée les médecines alternatives et en intégrant à marche forcée le culte des ancêtres? C'est pas évident, mais ça peut être une porte d'entrée vers le discours d'ouverture à l'autre. Donc, reconnaître l'autre dans toutes ses différences culturelles, dans sa dignité, pour élaborer un projet de soins en alliance thérapeutique. Remerciements, hommage à Caroline Graille, socio-anthropologue de l'UNC, Johanna Bataillard, interne dans le service, investigateur principal, Soisig Gras, dont je n'ai pas trouvé de photo, médecin pneumologue, qui s'est investi beaucoup dans le projet Autopias en Équateur pour aider les enfants d'un bidonville. Et puis, special thanks pour le professeur Jean-Louis Pujol, qui s'intéresse beaucoup à la psycho-oncologie et à l'anthropologie du cancer. On finit avec Blaise Pascal, qui vous remercie pour votre écoute et qui vous dit « J'ai fait cette présentation trop longue parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte. »
Merci.